Hélène Frade, à la une de la presse, l'expiration aujourd'hui en Afrique du Sud de l'ultimatum qui exige le départ des migrants clandestins, une initiative interdite par le gouvernement. Une nation sur le fil du rasoir. Sowetan fait état ce matin des pertes économiques liées aux annulations touristiques et à la fuite des migrants dans un contexte global d'incertitude malgré la volonté des autorités d'assurer une sécurité maximum. Sowetan qui s'interroge. Qui profite de la désunion sud-africaine. Le quotidien fondé du temps de l'apartheid regrette que 32 ans après l'avènement de la démocratie, la stratégie du diviser pour mieux régner fasse son retour en Afrique du Sud. The Citizen, de son côté, évoque les émeutes de 2021, juillet 2021, qui avaient fait plus de 350 morts quand les affrontements avaient enflammé l'Afrique du Sud après l'arrestation de Jacob Zuma. L'ancien président accusé de corruption, exclu par l'ANC et soupçonné actuellement à travers son nouveau parti d'alimenter les troubles. D'après le journal, l'histoire ne va peut-être pas se répéter, mais le gouvernement et plus particulièrement l'ANC devrait s'inquiéter, je cite, de ce que symbolise le mouvement anti-immigré March and March. La preuve, selon le journal en tout cas, que le pouvoir du peuple permet d'obtenir des résultats que des dizaines de politiciens bavards n'auraient jamais pu atteindre. Et Hélène, des milliers de migrants venus de tout le continent africain vivent désormais dans l'angoisse. Libération rappelle que l'Afrique du Sud, qui est parmi les pays les plus inégalitaires au monde, qui connaît un chômage de masse et énormément de violence, a connu plusieurs poussées de fièvre xénophobes depuis la fin de l'apartheid. Et il cite notamment les campagnes anti-immigration actuelles dans les hôpitaux publics, accusées de consacrer trop de ressources aux étrangers. Une réalité dont témoigne dans les colonnes du journal Bona. Elle est enceinte de 8 mois, elle vient de RDC. On a refusé de me soigner car je n'avais pas d'argent. Ce jour-là, l'infirmière m'a dit « si tu meurs, ce n'est pas mon problème ». De son côté, Le Monde évoque une mobilisation anti-immigrée qui tranche avec l'idéal de l'Ubuntu, la philosophie humaniste de l'après-apartheid, popularisée par les pères de la nation arc-en-ciel et en premier lieu Nelson Mandela. Et ce sont aussi un ensemble de valeurs à l'origine de mesures extrêmement symboliques en Afrique du Sud, comme la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation ou encore de la constitution sud-africaine qui est extrêmement progressiste. Et à la une également, les réactions à la décision de la Cour suprême américaine de mettre fin à l'indépendance des agences américaines, sauf des agences américaines fédérales, sauf celle de la Fed, la Banque centrale américaine. Oui, cette décision qui est en rupture avec une jurisprudence datant de 1935 est qualifiée de partagée par le Wall Street Journal, qui estime que les juges rétablissent la séparation des pouvoirs qui avait été prévue par la Constitution, mais mise à mal, je cite, par le gouvernement des experts. Le fait que Donald Trump puisse désormais congédier les patrons des agences fédérales selon son bon vouloir, et plus seulement pour incompétence avérée, est en revanche très critiqué par le New York Times, qui juge, lui, que cette décision conforte Donald Trump dans sa vision de la Constitution, qui lui donne, je cite Donald Trump, le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est président. Le journal dénonce l'hypocrisie de la Cour suprême américaine qui prouve qu'elle accorde plus d'importance au bon fonctionnement de la Fed qu'à celui de toute autre agence fédérale américaine. À lire aussi dans le New York Times, ce grand reportage sur une enseignante mexicaine qui tente d'arracher ses élèves au fléau du narcotrafic. Alors que le Mexique accueille ces jours-ci une partie des matchs du mondial, le quotidien raconte l'histoire de Suge Milagros Salina Grimaldi et de ses joueurs, les Ravens, les Corbeaux, un petit club de Celaya. C'est dans l'état du Guanajuato, au centre du Mexique, qui est l'un des états les plus violents du pays et le théâtre d'une rivalité sanglante entre deux cartels. Cette enseignante que vous voyez ici à côté de moi raconte avoir eu l'idée de monter son club en 2021 après que l'un de ses élèves, un garçon de 12 ans, a été tué par balle. Toxicomane, Pedro, 7 élèves, donc n'avait pas réussi à payer son dealer. Pendant des semaines, Suge Salinas dit avoir été tourmentée par les questions de savoir comment elle aurait pu l'aider. Et c'est à ce moment-là que lui est venue l'idée de monter un club de foot pour donner à ses élèves un but, un objectif. Alors pour intégrer ce club, les garçons doivent être assidus en cours, exemplaires sur le terrain comme en dehors. Mais la violence des narcotrafiquants, raconte le New York Times, est partout, comme ici
dans la chambre de Manuel avec ce qui ressemble à un temple dédié à la narcoculture, son affiche de Scarface avec Al Pacino et deux figures du narcotrafic dans la vraie vie, El Chapo Guzman et Pablo Escobar, des gilets pare-balles, un casque en Kevlar. Cette violence s'infiltre aussi dans les stades, comme en janvier dernier, lorsque des hommes armés ont fait irruption dans un match et tué 11 personnes. Et c'est hélas une violence à laquelle il semble impossible d'échapper. Manuel, que vous voyez ici à côté de moi, a 13 ans. Son frère a été tué par un cartel, son père s'est pendu. Sa mère travaille de longues heures sans réussir à joindre les deux bouts. Il a dû refuser de rejoindre des clubs professionnels parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un trajet en bus ou d'acheter un équipement. Merci à vous, Hélène Frade, pour cette revue de presse.